Bonjour et bienvenue, c'est vendredi 14h, saison 2 au sommaire de notre émission cette semaine. Les suites du festival de Deauville avec une interview de Sarah Jessica Parker. Le festival a rendu hommage à l'actrice américaine en début de mois. Nous avons eu la chance de l'interviewer, vous l'entendrez, vous la verrez à la fin de cette émission. On parle aussi aujourd'hui avec Serge Aboukine. Bonjour, merci d'être des nôtres. Du singulier en 1000 morceaux, un violent duo entre une femme et le meurtrier de son garçonnet. On va voir ça tout à l'heure. Le réalisateur Pierre Schoeller, bonjour. Merci d'être des nôtres. S'attaque au sujet de la Révolution française en passant par un biais en quelque sorte assez singulier, parce que c'est le sentiment du peuple que la Révolution lui échappe en fait. Et puis c'est ce peuple qui apprend la Révolution et ses suites, et ce pays qui apprend finalement que faire après la tyrannie, que faire après le monarque absolu. Vous nous parlerez donc de ce film, Un peuple et son roi, grand film. Le réalisateur Laurent Cantet est également là. Merci d'être des nôtres. Vous faites l'amitié de passer quelques instants avec nous pour nous parler, notamment du festival Biarritz Amérique latine, dont vous présidez le jury à la fin du mois. Et puis avec Stéphane Charby, dans un instant, on parlera de notre film de la semaine. C'est un film philippin qui s'appelle Néomania, à voir donc sur icinema.com dès ce vendredi. 2 coups de cœur parmi les sorties cinéma de cette semaine que je vous recommande très chaudement. Le génial Shut Up and Play the Piano, un doc, un film, un polar, c'est tout ça à la fois, signé Philippe Gédic. L'interview incroyablement juste et l'histoire de la vie tout aussi incroyable de Chili González. Personnage inclassable qui dit de lui-même « Être punk ne me suffisait pas ». Et puis, ne manquez pas le bouleversant Rafiki, signé de la Kenyane Wanuri Kayu, 2 adolescentes qui s'aiment dans le Nairobi d'aujourd'hui, une ville interlope, bruyante, moderne, violente, une ville à l'image de l'époque, dans laquelle il demeure difficile pour des jeunes de vivre sans brimade leur amour homosexuel. Faisons un pacte, se promettent-elles, nous ne ressemblerons jamais à tous ceux d'ici et nous ferons quelque chose de nos vies. Regardez. So I like Frankie Goes to Hollywood, David Bowie, I loved Prince, and Daft Punk changed how I made music. That they want me to be on their album gives me a very deep sense of satisfaction. This piano album could really become something special for me. Je crois pas qu'il était conscient qu'il était en train de faire un album majeur, quoi. Moi non plus d'ailleurs. It's timeless. It's beyond ambition. It speaks to 100 years ago and 100 years in the future. He shut up and played the piano. You can't do it here. So you want to tell me that whole church was watching me and what I was doing? Just be you. Kwani ulikuwa out siku mzima? Wacha ni nani? Stay away from Ziki. I want us to go on a real date. Wazazi wenu wanajua. What, like you can't mind your own business. You stay away from my family. Mungu, kuwa Mungu. Tukikuomba Bwana wa rehema. Toba mkomboe, bravo. Voilà, Shut Up and Play the Piano et Rafiki, mes 2 recommandations de la semaine. Je vous recommande aussi les films de nos invités. On va commencer avec vous, Pierre Schoeller, et le monument de l'histoire auquel vous vous attaquez, la prise de la Bastille, la Révolution française, ses élans, ses déceptions. En fait, c'est le peuple, oui, mais pas trop. Faut pas qu'il aille trop loin, c'est ça? Non, il va où il va. La bourgeoisie ne veut pas qu'il aille trop loin, qu'il se sente pousser des ailes, ce peuple, ce tiers-État. Je crois que c'est déjà bien de situer le film et de dire qu'il essaye de raconter les 3 premières années de la Révolution. C'est pas spoiler, mais voilà, c'est la question du roi et le destin du roi. Et donc, on entre en 89 et on sort le jour de l'exécution du roi. Voilà, donc il n'y a pas l'ensemble de la Révolution dans le film, il y a les 3 premières années qui sont des années de fondation, en fait. Et d'apprentissage. Et d'espérance. Ouais. Alors, on regarde la bande-annonce. Allez-y. Et on continue d'en parler avec vous. J'ai vu le soleil. Il m'a touché la main. J'ai vu le roi. Il m'a touché la tête. Déclaration des droits de l'homme, les hommes naissent,
et demeurent libres et égaux en droit. Prenez bien soin de mon pauvre Versailles. Il n'y a pas plus ignoble comme trahison. Ce jour verra le triomphe des vertus civiques. S'il faut combattre, il faut combattre. L'insurrection, c'est un droit qui appartient à tous. Vive la liberté! Français, reprenez vos droits. Nous sommes tous citoyens, tous frères. Je resterai parmi vous pour braver vos fureurs. Une heure de la vie d'un homme libre vaut mieux que 100 ans de la vie d'un esclave. Je prononce à regret cette fatale vérité. Louis doit mourir, parce qu'il faut que la patrie vive. Mes ancêtres. Mon sang. Il y a beaucoup de sensibilité dans la façon dont vous racontez les choses, dont vous nous prenez par la main, avec des moments... on le voit au début de la bande-annonce, cette jeune femme qui dit « le soleil m'a touché la main ». C'est ce moment très émouvant où la chute de la tour de la Bastille révèle à ceux qui habitent au pied de la prison eh bien, la présence du soleil. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai été confronté à une difficulté, c'est comment donner aux spectateurs d'aujourd'hui qu'est-ce que c'est un roi, qu'est-ce que c'est un roi qui bouge, qu'est-ce que c'est une nation qui, tout d'un coup, du début de la journée à la fin de la journée, toute la société bascule, parce qu'il y a quelque chose... C'est vraiment une montagne qui bouge, vous voyez. Et il fallait une dimension épique, une dimension simple et une dimension de l'inouï. C'est-à-dire qu'il se passe une chose qu'on n'imagine pas vivre, et il s'en passe 1, 2, 3, 4, 5, 6, comme ça. Et l'émotion doit venir sur ça, effectivement, le quartier a vécu dans l'ombre, dans la pénombre, et par la prise de la Bastille, et par la démolition de la Bastille qui a commencé très, très tôt, et ben le soleil revient sur le quartier. Avec un Laurent Lafitte en monarque crépusculaire, dans un Versailles crépusculaire aussi. Oui, mais Laurent, ça a été un... Et au début, il me disait, mais écoute, c'est ton choix, je ne ressemble pas, je n'ai pas le nez bourbon, maintenant, comment on fait? Et il a trouvé, je crois qu'il a un instinct de comédien très très fort, il avait une concentration sur le plateau absolument remarquable. Et puis, il insuffle à ce personnage de Louis XVI, voilà, quelque chose que je crois qu'on n'a jamais vu, qui est une dimension tragique. Oui, ouais. Et puis, vous montrez, vous nous rappelez, mais de façon assez... en prenant le temps vraiment de le faire et de rentrer dans la conviction de chacun des personnages et des orateurs, combien les débats furent vifs entre représentants du peuple, entre députés, sur le fait de savoir s'il fallait ou pas tuer le tyran, ou si l'on pouvait s'en accommoder et aller vers la démocratie. Alors, ça, donc, c'est vers la fin du film. Une fois que la République a été instituée, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin de tuer le roi pour installer la République. La République, notre République, naît de la trahison du roi et de sa chute, d'un changement de régime, en fait. Par contre, le juger est plus une question politique et une question de... La culpabilité, elle est évidente pour tout le monde. La question de la mort, elle est assez majoritaire. Par contre, ils ont essayé, les camps plus modérés, de retarder le moment de l'exécution. Et le vrai suspense, s'il y a un suspense, c'est est-ce qu'il faut faire la peine tout de suite, exécuter tout de suite le roi, ou attendre un petit peu? Ou commuer la peine en prison à perpétuité. Ça c'était pas majoritaire. Un peuple et son roi. Laurent Contet, si vous ne l'avez pas encore vu, vous avez envie de le voir, ce film? Je ne l'ai pas encore vu, malheureusement, mais ça fait partie. Et tout à l'heure, on m'a posé la question des films que j'attendais cette année. Et le premier que j'ai cité était celui-ci. Donc, Merci. On parle avec vous du festival Biarritz Amérique latine, dont vous présiderez le jury la semaine prochaine. On va regarder ensemble la bande-annonce et puis vous nous en parlerez ensuite.
Vous le connaissiez, ce festival Biarritz Amérique latine? J'ai eu la chance d'y présenter un film il y a quelques années. C'était Retour à Ithaque, le film que j'avais tourné à Cuba et qui même avait gagné le Grand Prix du festival. Et donc, j'ai eu la chance aussi d'y passer quelques jours et d'y éprouver le plaisir qu'on peut avoir d'abord à découvrir plein de films qu'on a très peu l'occasion de voir en France. Là, il y a, dans la sélection officielle, il y a normalement 10 films. Cette année, seulement 8, parce que l'un d'entre eux, et on vient de nous l'annoncer, a une durée exceptionnelle, puisqu'il fait 13 heures et que donc il est présenté en trois projections. Et puis, ce qu'il y a, c'est que toute la ville vit au rythme du festival. Et il y a le soir des concerts gratuits de musique sud-américaine, il y a des rencontres littéraires autour de l'Amérique latine. Et tout ça dans une ambiance qui est assez rare dans un festival comme ça. Alors, on parlait à l'instant avec Pierre Scholler de révolte et de révolution. S'il y a un continent qui connaît presque en permanence des révolutions et des révoltes, évidemment dans les siècles passés contre l'occupant, contre les envahisseurs, les chercheurs d'or, etc. Et après contre des régimes dictatoriaux. Et encore aujourd'hui, l'Amérique latine est puis je pense aussi vraiment que c'est un continent qui est chargé d'histoire, mais aussi d'aventures mythiques. Et je pense que ça se ressent dans les films qu'on découvre. Est-ce que vous diriez qu'il y a un cinéma, un style de cinéma d'Amérique latine, qui n'est pas forcément l'Amérique du Sud dans son entier, qui serait reconnaissable? Est-ce qu'on sait où on est quand on regarde un film? Il y a eu des mouvements de cinéma très forts, comme le cinéma novo, qui ont marqué comme ça la cinématographie brésilienne, par exemple. Moi, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est qu'il y a une quinzaine d'années ou une vingtaine d'années déjà, il y a eu ce renouveau du cinéma argentin qu'on a découvert en France et qui, d'un seul coup, nous donnait des nouvelles d'un continent, d'un pays, en tous les cas, avec un regard à la fois très, très attentif à ce que la société avait à dire, mais aussi avec parfois un baroque comme ça que j'ai l'impression qu'on retrouve aussi dans les rues quand on se promène à Buenos Aires ou ailleurs. Même impression peut-être avec le cinéma brésilien, plus récemment? Oui, alors je trouve qu'en ce moment, le cinéma brésilien que j'ai pu voir ces temps-ci m'a beaucoup touché parce que justement, là aussi, on a le sentiment que le pays qui a tendance à comme ça éveiller des fantasmes d'exotisme parfait n'est pas tout à fait aussi doré que ça, et que le cinéma en rende compte. Moi, ça m'intéresse parce que c'est vrai que c'est quand même souvent ce que j'ai cherché quand je vais voir un film. Vous connaissez déjà la programmation du festival? J'ai lu les titres des films, mais je préfère ne pas trop. Vous allez les découvrir à ce moment-là. Influencé par des résumés ou des. Le festival de Biarritz, Amérique latine, donc cette dernière semaine de septembre à Biarritz. Serge Riaboukine, c'est un tout autre sujet qu'on aborde avec vous, en 1000 morceaux, celui du pardon, possible ou impossible, vous nous direz ce que vous en pensez. Un huis clos entre une mère et le meurtrier de son jeune fils. L'homme a purgé une peine de 25 ans de prison et il se retrouve confronté à la mère de sa victime, donc, qui est elle aussi victime. On regarde la bande-annonce et on en parle avec vous. J'ai cru que vous vouliez que je vienne pour me zigouiller. Qu'est-ce qui me prouve que je n'allais pas recommencer? C'est vous que je veux entendre, monsieur Goubert, vous. Parce que depuis 25 années, je me dis, mais c'était quoi la vie de ce type pour qu'il fasse un truc pareil? Je sais que j'ai fait une grosse connerie. Tu te sens coupable, c'est ça? Bah oui. Fais chier à gémir comme ça, là, comme une gonzesse. T'as de la chance d'avoir mal, parce que moi, je peux plus avoir mal. Tu vois, je peux plus avoir mal. Alors, vous voulez que je continue?
Oui. Mais qu'est-ce qui me prouve que c'est pas des conneries tout ce que vous dites? Mais pourquoi vous voulez que je vous raconte des conneries? Vous croyez que je suis venu ici? Pourquoi? Vous êtes une faute de la nature, une erreur. Relève la tête. Relève la tête, je te dis. C'est quoi ce truc-là? Non, non, non. Et puis, y a quoi là-dedans? Dites-le moi. Pourquoi j'ai voulu qu'on se rencontre là? Y a quoi là-dedans? Y a quoi là-dedans? Y a rien. Moi aussi, j'aurais pu devenir un monstre. Hein? Un monstre! Alors Serge Riaboukine, au fond, pour cet homme, on a l'impression que c'est le vrai procès qui commence quand il se retrouve face à cette femme à laquelle il doit toutes les explications qu'on lui demande. C'est pire que d'être confronté à un juge ou à un tribunal. C'est parce qu'on n'est plus en face d'une société, mais d'un individu. Donc le crime prend toute sa malheureuse présence. Et je suis venu sur le plateau en disant je vais enlever ma veste parce que je voulais me protéger de ce rôle qui ne m'a rien fait quand je l'ai tourné, mais enfin rien fait. Je veux dire, j'en suis sorti facilement le soir pour manger avec Clémentine ou d'autres. Mais c'est un rôle très dur à porter. C'est-à-dire qu'avoir un prix d'interprétation avec un rôle pareil, ça donne pas envie de sauter de joie. Voilà, c'est ça que je voulais préciser. Et donc, effectivement, se retrouver face à la mère de la victime d'un enfant qu'on a tué, c'est incommensurable. Et puis, pour moi, ça ne peut être que du domaine de l'imagination, qui m'a été finalement soufflé par le fait que je sois papa d'une jeune fille. Et j'ai eu beaucoup de mal, en lisant le scénario, à me dire que j'allais pouvoir jouer ça. Et c'est en voyant finalement qu'on traite d'un sujet que peu de gens traitent, alors qu'il inonde les tribunaux. C'est la chose la plus importante. Personne n'en parle. Je me suis dit, non, il faut affronter la montagne. Moi, je ne suis pas un alpiniste, mais bon, j'ai dû prendre un hélicoptère pour y aller, sûrement. Mais justement, ce rôle très difficile et ce personnage qu'au fond, vous n'aimez pas, comment on lui confère un peu d'humanité, après tout ce que vous venez de nous dire là? Où est-ce qu'on va chercher le ressort pour ça? C'est une victime lui-même, comme malheureusement la plupart des meurtriers, à part les psychopathes. Voilà. Là, c'est un accident quelque part. Et s'il n'avait pas été victime, il n'aurait pas agi comme ça, c'est clair et net, et c'est ce que le film montre aussi. Alors, moi, j'ai eu du mal à m'imaginer, évidemment, faire ce crime, mais il fallait bien que je le fasse. Donc, je me suis appuyé sur l'humanité brisée qu'on lui a fait subir étant enfant. Et vous disiez à propos de ce film que vous n'auriez pas pu interpréter ce rôle si vous n'aviez pas eu en face de vous Clémentine Célarié. C'est vrai. J'avais grande envie de travailler avec elle depuis longtemps, c'était réciproque. On avait eu un projet il y a fort longtemps. Et le fait d'être avec elle en huis clos, c'est un huis clos, hein, malgré quelques flashbacks qui montrent l'enfance de mon personnage et de l'enfant que mon personnage a malheureusement tué. Et je me suis dit, ça sera merveilleux avec elle. Et c'est un film qui, finalement, parce que vous disiez tout à l'heure, c'était difficile pour moi d'imaginer comment j'allais entrer dans ce personnage, il fallait affronter la montagne. Est-ce que le fait que finalement ce soit tiré d'un processus réel, en tout cas, et de la loi Taubira, le fait que des victimes ou des proches de victimes puissent rencontrer l'auteur des faits dont ils ont été victimes, voilà, c'est un processus qui a été créé notamment au Canada et qui a été importé en France et qui existe, qui est mis en œuvre. Est-ce que le fait de la réalité de ce processus-là, ça vous a aidé finalement à affronter le rôle? Absolument. Parce que je ne suis incapable de vous dire que si ça m'arrivait, je serais capable de pardonner. Mais en tant qu'humaniste, je trouve que c'est la seule chose pour en sortir. Pour aller mieux finalement, enfin pour arriver à affronter la douleur. Je pense que d'en parler avec le bourreau, de l'exprimer, c'est une libération pour les personnes qui subissent ces horreurs.
Et le dispositif comme ça, à huis clos, presque comme une pièce de théâtre, là aussi, c'est quelque chose qui comptait pour vous? Oui, c'était fort, d'autant que grâce à ce dispositif, on a pu tourner chronologiquement, ce qui est très important pour ce sujet-là. Et comme ça se déroulait, c'était difficile de se dire... Enfin, moi, j'adore le cinéma pour ce côté jeu d'échecs mélangé, où on dit quel coup j'ai fait, là, je vais en faire un autre. Mais là, je trouvais que c'était bien d'être limpide, d'avancer pas à pas. Et quand on a tourné ce film avec Clémentine, on a beaucoup ri en dehors du plateau parce que c'était nécessaire. Il fallait exorciser. On a vécu des moments merveilleux. Et je vous dis qu'on n'a pas pu... Et c'est là où je suis surpris, parce que quand je viens vous voir, je ne pense pas que je vais être ému comme je suis. C'est plus fort que moi. Parce qu'en tournant, il n'y a pas un jour... Pardon. On n'a pas craqué, quoi, au moins 2 ou 3 fois. C'est pourquoi le pardon, c'est incroyable, la force qu'il faut avoir pour le donner, pour l'accepter, voilà, et le partager. En 1000 morceaux à découvrir sur vos écrans. On va parler d'autre chose, du film de la semaine sur cinéma.com avec Stéphane Charby qui va nous rejoindre. Le film de la semaine s'appelle Néo Manila. C'est un film que vient nous présenter Stéphane et dont on découvre avant la bande-annonce. Kuya mo. Mas pasok pa rin sa kulungan. Wala pang kapalit. Pagtitiklog to Kami nang bahala sa'yo. Nag-iipon na kami para may pagpiyatsa kami sa kapatid mo. Huwag kang gagawa ng masama sa labas, Sumunod ka lang sa lahat ng sasabihin ko. Walang masamang mangyayari sa'yo. Mamamatay at mamamatay ako dito kahit anong gawin ko. Huwag ka matakot. Isipin mo bang ang lahat ito? May hinahanap kami isang bata. Kasing edad kamukha niyang kasama niyo. Kailangan natin umalis. Nahanap na tayo. Gusto mo sumali sa grupo, di ba? Tayo mo na yan! Hindi pumapatay si Toto. Hindi siya adik. Suspect o biktima, wala talagang pinagkaiba yan. Bonjour Audrey. Bonjour Stéphane Charby. Bonjour Laurent. Bonjour Serge. Bonjour Pierre. Bonjour. C'est votre premier sur e-cinéma? Absolument. Alors on va faire un dépucelage en règle. Alors ça ne fait pas mal, mais on va vous faire les honneurs de cette maison. e-cinéma est une plateforme qui est en fait un siège de cinéma qui est tourné vers le monde. La preuve encore, cette semaine, on part pour les Philippines. Alors c'est un pays qui, à défaut de faire la une de nos journaux, qu'on connaît très peu. Et moi, j'ai appris à découvrir, comme vous, Audrey, parce que vous êtes une grande cinéphile, dans les festivals, grâce à sa figure de proue, qui est Briante Mendoza. Bien sûr. Voilà, c'est un cinéaste qu'on suit ici. Eh bien, le film du jour, Néo Manila, s'inscrit dans le sillon de Mendoza. De quoi il s'agit? Eh bien, juste d'un polar. Je dis juste parce que c'est bien plus riche que ça. Son réalisateur, c'est Michael Red. Nous sommes à Manille, au milieu d'une guerre permanente, bien sûr, contre la drogue. Et une jeune femme va former un orphelin à devenir un tueur professionnel. Et bien, comme son brillant aîné, ce réalisateur qui n'a que 26 ans, et ben, qu'est-ce qu'il fait? Il filme au plus près de la chair, dans un réalisme sobre, le dénuement de ce monde hostile et sans avenir. L'un des intérêts de ce film également, c'est qu'il réussit ce pari incroyable d'un équilibre délicat entre quoi? Eh ben, entre la violence et la tendresse. Dernier argument pour vous faire voir ce film, il est présélectionné pour représenter les Philippines dans la prochaine course aux Oscars en février 2019 dans la catégorie meilleur film étranger. Voilà, c'est donc pas un hasard s'il est sur la plateforme cinéma.com. On parle de Cinoche ici. Et oui, et de rien d'autre. Merci Stéphane. Merci, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. C'est rester un petit peu avec tout, parce que la story de la semaine va vous intéresser. Il s'est passé plein de choses, comme chaque semaine à Paris, mais pas seulement, évidemment. En marge des sorties cinéma de la semaine, de quoi vous montez toute une story, en bon français. Et c'est Alex Simard qui s'y colle. Hola.
Je t'avais dit que ça finirait comme ça. Je t'avais dit que ça finirait comme ça. Je t'avais bien dit. Moi, je te l'avais dit. Moi, je te l'avais dit. Les gars, ça c'est votre boulot d'acteur, de savoir ce qu'on raconte. Quand vous arrivez sur un plateau de télévision, parfois on n'a pas eu le temps de répéter, on n'a pas eu le temps de faire. Vous êtes obligé d'arriver avec quelque chose. Cette vocation qui est en train de naître, je dirais qu'elle est quand même bien nourrie quand on regarde les cérémonies des Oscars, tu vois. Ça donne envie d'avoir la même banane et tout. Pour moi, c'est important, le court-métrage, parce que le long-métrage, on va au cinéma, le court-métrage, on ne le voit que dans les festivals. L'animation, en général, a plein d'ouvertures, il y a plein de choses, donc ça va être c'est assez exceptionnel. Pour ça, il n'y a pas de problème. Pour les scolaires et les étudiants, ça serait bien que ce festival puisse bénéficier d'un peu plus de moyens. C'est un festival qui n'a pas forcément vocation à devenir un énorme truc. Je pense que c'est très bien qu'il reste dans la configuration qui est la sienne. La salle est grande. Si elle pouvait être pleine, ça serait top. Elle était aux 3/4 pleine ce soir. Donc voilà. Je fais le pari d'emmener le spectateur d'aujourd'hui vers un moment passé et qui voit à quel point ce moment rayonne et nous parle et nous raconte tellement de choses. Ce qui compte, c'est ce peuple. Et les anonymes et les personnages historiques sont mêlés comme une danse un peu folle, un peu ivre dans le film. Je trouve Marat extraordinaire, c'est Denis Lavant. C'est un putain d'acteur, quoi. Il est de toute façon depuis toujours. Hein. Une suite, ça serait formidable. Ça serait vraiment formidable. On part à Deauville maintenant, le festival du film américain de Deauville. C'était il y a 15 jours, nous y étions et nous y avions rencontré l'actrice américaine Sarah Jessica Parker. Si, SJP, la Carrie de Sex and the City, mais pas seulement, évidemment. Le festival lui rendait hommage et nous aussi, regardez. Hello, thank you for being there with us, Sarah Jessica Parker. Thank you for having me. Many thanks. Was it your first time in Deauville? No. I was here a number of years ago for another movie. Yeah. And, but it's such a lovely place. It's a very pretty city. How did you feel about these tributes? Embarrassed. If people are generous and kind and offer me, I usually say no, but you know, I love this movie and I was flattered to be asked, and I thought it was really lovely timing given that our director is French and this movie has been influenced very much, I think, by French cinema. So if I could summon the courage to accept, you know, and I very much wanted to be here. Congratulations for this very sensitive movie. Thank you. Very, very nice play. Did you knew Fabien Constant? How did you met with him? I had long admired Fabien's work. I had seen a documentary series he did called Signé Chanel, which I was sort of stunned by. I thought it was actually spectacular storytelling. Like truly, I'm not sure if you're familiar with it. Yes, absolutely. It was incredible, and I knew that. We reached out and became friendly with him, my producing partner, and we just, over a number of years, tried to develop a project with him. We produce a lot, but most of it's not for me. It's happily for lots of other people, but I knew I wanted to work for him. I knew that he was a filmmaker who was deeply excited still about his work. Like he wasn't cynical at all. He loves it. He's tireless and enormously creative. And so this story emerged. Yes. When you talk about
Viv, she's such a lonely woman in this town with her secrets. It's really a sad movie, and she's sad, and she's got this interior light. Yes, yes. Did you ever felt so lonely in New York City? I didn't, but I've not been faced with this diagnosis. I've not been faced with my own mortality and this kind of reckoning that is necessary. And I think for Vivian, not everybody, we've just witnessed, Senator McCain die from this diagnosis. And I don't imagine the ponderings of his life. You get the impression that his were joyful, that he had no regrets, that he had lived a full, rich life, that he had relationships that he was proud of and happy about. And I think what's interesting about Vivian is that there are so many missed opportunities. There is so much regret. She's been so reckless, professionally, personally. She's been selfish. And she hasn't taken care of herself, and I think that must be deeply painful and almost impossible to close your eyes and think what might have been, how she might have made different choices and found herself in a different place. But therefore, because it's so unfamiliar, it's that much more interesting to play. But the whole city is selfish. Yeah, the city is selfish, particularly in this movie. You can shoot New York in billions of ways, truly. And it can be aspirational, and it can be seductive, and it can be, brutally honest. And this city is like bumping into somebody all day long. But could you live elsewhere? I can't live anywhere else. I've lived there my whole life, and there are so many other interesting cities. There are so many other more beautiful cities. There are cleaner cities. There are kinder cities. There are quieter cities. But it's just interesting what we all want for home. Like, what do we call home and why? I love this. I love New York. Is it a special movie for you? I think any plays, any movies you're involved in now. Yeah, this movie in particular is, and I think because, obviously because I got to work with Fabienne and we got to tell it the way we wanted to, and we had 16 days in New York to shoot it. Basically $2 million, which is not an insubstantial amount of money, but it's not generous. It's wonderfully meager, but I really loved it. It was simply, we just worked all day. We never finished the day with regrets. We wrapped, we got all of our work done every day. We never sat around though, waiting. It was this wonderful marathon, and I'm just so proud of the movie. I love the music. I think the music is extraordinary, and she's such a gifted composer. And the other actors who all said yes immediately, the costume design, the DP, whose work I think is so beautiful. And you sing. And I get to sing. Yeah, it's nice. I like that part. Thank you. My pleasure. Thank you very Mon much. plaisir. Is that how I say it? Oui, mais avec plaisir. Avec plaisir. Avec plaisir. Et bien voilà, c'est fini pour aujourd'hui, vendredi 14h, à voir toute la semaine sur icinema.com. On se retrouve pour une nouvelle émission vendredi prochain. Merci messieurs, merci à vous d'avoir été là. C'était trop court. Je suis d'accord, j'en parlais au producteur. D'ici là, pour ceux d'entre vous qui nous regardez sur la plateforme, bon film au pluriel sur icinema.com. À vendredi prochain.